Quand on écoute toutes ces histoires, comme ce matin, toutes ces perspectives, on a envie de continuer chacune de ces conversations. Et ensuite, il faut qu'on fasse le deuil, parce que je ne peux pas répondre à Féti, répondre à tout ce qui a été dit ce matin. Et donc, un deuil où quand même ce que je vais dire, j'espère, va se resituer et être influencé par ce que vous avez partagé. Maintenant, quel était un peu le but de ce que j'ai choisi de vous dire, et donc aussi ce que j'ai choisi de ne pas vous dire cet après-midi? Alors, d'abord, il faut situer la place d'où je parle. Je vais vous parler comme chercheur et je vais vous parler comme clinicienne. En parlant à partir de ces deux positions qui sont quelquefois un peu opposées, je vais faire un peu mal et l'un et l'autre. C'est-à-dire, je ne pourrais pas vous faire une démonstration convaincante en recherche, et je fais beaucoup d'ellipses et de raccourcis en clinique. Alors, je m'en excuse à l'avance. Mais quel est le but de ça? Bon, quand je vous écoutais ce matin et hier, finalement, beaucoup de choses qui étaient dites faisaient écho. Ça, c'est toujours plaisant. Enfin, moi, je me sentais rassurée, validée, contente aussi d'être un peu en union, en coïncidence avec ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous dites que vous faites ici. Donc ça, c'était bon, l'écho est rassurant. Mais ce qui m'a plus intéressée, c'est le sentiment d'étrangeté et le sentiment de dissonance par moment. Alors je pense que c'est à ça que je vous invite. Je parle d'un autre lieu, qui est donc un lieu du Québec en Amérique du Nord, donc qui ne prétend pas représenter l'Amérique du Nord. Et ce que je vais dire va sans doute parfois vous paraître étrange et parfois vous paraître dissonant. Et je fais le pari que penser cette étrangeté et ces dissonances est nécessaire dans le champ dont nous parlons aujourd'hui pour penser l'obstacle et aller au-devant dans nos pratiques. Alors, et je ne reviens pas là-dessus, donc on a beaucoup fait le lien entre ce qui est de l'ordre du social et du psychologique, que je considère donc comme tous ceux qui ont parlé indissociables, même si nos façons de marier ces univers sont distincts. Revenir très rapidement sur la question des radicalisations. Alors, nous utilisons, et là quand je dis nous, ce n'est pas un nous de majesté, c'est un nous d'équipe, nous utilisons le mot radicalisation d'une façon un peu différente de celle dont elle a été utilisée ici. C'est-à-dire que nous référons plutôt à l'utilisation du mot radical qui était fait, si vous retournez dans la littérature et dans l'histoire dans les années 60 ou 70, surtout la littérature latino-américaine, les mouvements féministes et les mouvements noirs aux États-Unis, il y avait à ce moment-là un mot radical qui était porteur de quelque chose, d'une connotation extrêmement positive. Finalement, il y avait dans une position radicale, dont j'espère que certains d'entre vous se revendiquent, un désir ou une croyance, un espoir, peut-être une utopie de transformation sociale dont il ne faut pas, je pense, faire le deuil. Donc, cette idée que la radicalisation ne doit pas en elle-même être vue comme quelque chose de problématique, de violent ou de pathologique, je pense que c'est une première prémisse. La deuxième, c'est que quand on parle de radicalisation violente, et c'est ce dont je vais vous parler cet après-midi, eh bien même la définition de ce qui est violent varie d'une société à l'autre et certainement d'un point de vue de pouvoir à l'autre, que l'on soit parent ou enfant, que l'on soit dans des positions distinctes de la société, ce qui va paraître violent est différent. Et je réfère en partie aux travaux de De Certeau sur la violence propre d'organisations technocratiques. Donc, qu'est-ce qui est nommé violent? Certainement la violence qui fait effraction et qui cause du tort à l'intégrité physique et psychique, mais déjà quand on est dans le psychique, on est dans quelque chose de beaucoup plus évanescent. Donc posez cette question, nous parlons de radicalisation violente, mais attention, la violence est définie par des associations de pouvoir et il faut y penser. Troisième prémisse, les modèles dominants. Alors on a beaucoup parlé hier de ce continuum entre
un soutien, une sympathie pour la radicalisation violente versus un passage à l'acte. Donc, quand est-ce que, pour donner un exemple, quand est-ce qu'on soutient un président des États-Unis qui accepte de séparer volontairement des enfants de leur maman, donc de faire du mal aux enfants pour agir sur les parents. Donc là, on est en rupture de toutes nos conventions internationales. Donc c'est une position radicale. Beaucoup de gens, peut-être plus de 40%, l'ont soutenu lors d'un vote dernièrement. Et donc, ça ne veut pas dire que ces personnes-là ont l'intention d'agir une violence directement. Et probablement que dans la famille, ça n'est pas le cas. Donc l'idée, c'est que le soutien à la radicalisation violente, à des opinions xénophobes, racistes, d'extrême droite, qui sont en augmentation en Amérique du Nord comme en Europe, aussi bien qu'à une radicalisation religieuse prônée par Daesh, Al-Qaïda ou autres, ne veut pas nécessairement dire qu'on va passer à l'acte. Et entre les deux, il y a une boîte noire. Alors, il y a deux questions, et je vais passer ensuite à ce que nous faisons beaucoup plus rapidement, mais il y a deux questions qui nous paraissent importantes. Premièrement, que les modèles, soit en escalier, soit en pyramide, présupposent que de la radicalisation des opinions, de la radicalisation d'une position personnelle, on peut aboutir à une radicalisation violente, mais on n'aboutit pas nécessairement. Donc c'est une relation non linéaire, mais il y a une relation. Avec ça, je suis d'accord. Maintenant, ce que nous disons, et je pense que c'est important conceptuellement, c'est que la radicalisation des personnes et des groupes sociaux, nous parlons de communautés, en Amérique du Nord, vous n'aimez pas ce terme, des personnes, des familles et des communautés, peut mener aussi à d'autres outcomes, donc à d'autres résultats, dont les solidarités sociales et le retrait identitaire. Évidemment, on peut avoir solidarité sociale, retrait identitaire et violence, mais ce ne sont pas des termes équivalents et ils ne sont pas associés de la même façon. Et c'est très important parce que finalement, quand vous essayez de couper le lien entre radicalisation des opinions et radicalisation violente, est-ce que vous essayez de couper les liens à partir d'une interdiction ou d'un interdit, là on pourra en discuter, ou est-ce que vous essayez de canaliser ailleurs l'énergie de révolte légitime face à un statu quo dans d'autres formes d'expression dans le champ social, et quels sont, encore une fois, les risques et les possibles dans ces champs. Donc ça vous situe un peu les prémices à partir desquelles nous travaillons. Alors ce travail clinique, et c'est de ça se situe, et là encore ça rejoint ce dont on parlait hier, entre un regard vers l'histoire et un regard vers le présent. Donc beaucoup de choses que nous vivons en ce moment. C'était intéressant, ce matin, on disait, mais on ne regarde pas la littérature ancienne, c'est vrai, même la littérature assez récente. Donc un regard sur l'histoire, et là, je ne suis pas du tout exhaustive. J'ai juste amené votre attention sur certains éléments qui, à mon avis, où on se situe dans une continuité de la grande histoire humaine et qui sont importants pour nous en tant que cliniciens dans l'abord de cette question. Les dérives de l'altérité, j'aime beaucoup les travaux de Jacques Semelin, mais surtout son idée que la haine protège de la peur et qu'on peut observer des phénomènes d'escalade et de basculement. Et si on examine nos sociétés en termes d'escalade et de basculement en ce moment, eh bien, ça n'est pas très rassurant. Les travaux de psychologie politique montrent bien comment, avant des situations de guerre, et donc c'était le cas dans les années 30, la représentation de l'autre et de toute autre altérité est simplifiée. Donc on est dans ces processus de simplification de l'autre, et ça n'est pas forcément rassurant. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais il s'agit de reconnaître des processus d'escalade. Rappel historique aussi du fait que nos sociétés ont toujours, et ça c'est important pour nous comme cliniciens, parce que nous pouvons faire du tort. Donc, nos sociétés ont toujours construit politiquement l'exclu comme fou ou comme déviant. C'était vrai dans les dictatures en Amérique latine, mais je rappelle rapidement le diagnostic de drapétomania qui était donné par les psychiatres donc au XIXe siècle, aux esclaves qui essayaient de s'échapper. On disait non, mais ça n'est pas parce qu'ils sont délinquants, il ne faut pas les battre, c'est parce qu'ils sont fous. S'ils n'étaient pas fous, ils accepteraient d'être esclaves.
la panique homosexuelle qui finalement met sur l'homosexuel la peur d'une société qui pourtant était totalement rejetante par rapport à l'homosexualité. Mais encore une fois, ce n'était pas la société qui pathologisait l'homosexualité qui était le problème, mais l'homosexuel qui paniquait parce qu'il ne pouvait pas être lui-même dans cette société. Alors je pense que les discours actuels sur le discours que je dirais victimaire, sur le pauvre, le noir, le juif, le musulman, en fait, toutes ces minorités, c'est important de l'interroger de cette perspective-là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, que la réification de la position de victime n'est pas problématique. Elle l'est. Mais l'utilisation par nos majorités, donc par nos peuples, d'un discours victimaire, c'est une forme de négation de phénomènes réels d'exclusion dont on fait porter l'odieux encore sur les personnes qui ont vécu et qui vivent encore ces phénomènes de marginalisation. Et je pense que l'amalgame entre radicalisation et radicalisation violente n'est pas seulement empirique et théorique, elle est aussi et avant tout politique. C'est-à-dire qu'en fait, en s'attaquant à la radicalisation violente, nos sociétés nous donnent aussi un certain mandat de questionner et d'exclure ou de psychopathologiser des formes de rébellion. En tout cas, en Amérique du Nord. Il est possible que ça ne s'applique absolument pas ici. Un regard vers l'histoire encore, donc des effets en miroir de la réponse à l'extrémisme. Et ça, c'est important quand on construit de la prévention. Dire non et signifier le même. Et là, les imageries, je vous montrerai quelques images. Encore une fois, c'est un grand sujet. Fascistes et antifascistes sont extrêmement similaires. Donc, dans nos processus sécuritaires, dans nos réponses à l'extrémisme violent et à la radicalisation, quand est-ce qu'en disant non et en nous opposant à la violence, nous créons des violences en miroir qui sont similaires et qui perpétuent le phénomène? Le gros problème, si vous voulez une démonstration, regardez les effets documentés de la guerre au terrorisme lancée par George Bush. Le diagnostic était exact et 20 ans après, le résultat est désastreux. Donc la réponse a aggravé les phénomènes. Donc repenser ces idées des réponses en miroir, je pense que c'est très important pour nous comme cliniciens et praticiens de penser ces effets-là, qui sont des effets historiques, et le fait que les expressions de détresse et de désespoir sont toujours façonnées par une culture particulière et l'écho d'une humanité partagée. Et à ce niveau-là, les discussions qu'on avait sur s'agit-il de suicide ou non, est-ce qu'on peut se suicider en tuant tout le monde, et bien encore une fois, un retour sur des catégories qu'on apprenait tous en psychiatrie comme étant des cultural bound syndromes, des syndromes liés à la culture de l'amok, sont très intéressants. Est-ce qu'il s'agit de nouvelles formes d'amok, c'est-à-dire d'un agir suicidaire où on doit tuer le maximum de personnes, donc d'une forme culturelle nouvelle de suicide dans certains cas, enfin ce que la clinique nous suggère dans certains cas, encore une fois. Et bien sûr, une jeunesse qui se distingue des générations, qui a besoin de se distinguer des générations précédentes. On en parlait ce matin encore. Je passe rapidement, mais les prototypes de masculinité et l'animalisation de l'autre, vous voyez, dans les imageries antifa, sont exactement ce qu'on retrouve dans les imageries fascistes. Et donc, c'est très intéressant de voir. Alors, vous avez aussi des images de sacralisation que vous retrouvez aussi. C'est juste pour s'interroger sur nos réponses et la façon dont nos réponses peuvent jouer en miroir la violence des phénomènes auxquels nous prétendons nous adresser, surtout quand il s'agit de populations marginalisées ou vulnérabilisées. Un regard vers l'ici, donc qu'est-ce qui change par rapport à l'histoire avant? Tout n'est pas historique. Je m'appuierai sur Bauman, donc ce sociologue qui parle de modernité fluide, en proposant que au XXe siècle, le pouvoir s'exerçait par le contrôle, alors qu'au XXIe siècle, ce qui gouverne, c'est l'incertitude et l'insécurité qui est utilisée, donc la peur, pour diriger le monde. Donc, et ça, je pense que c'est très important par rapport à ce qui habite ou n'habite pas notre jeunesse. Et puis, finalement, des liens sociaux qui sont totalement reconfigurés, ça aussi, vous en avez parlé, par le monde virtuel. Je ne sais pas si vous avez une application Momo ici qui, à la fois, menace et pousse à la violence. Donc, finalement, quelque chose qui habite la vie et qui transforme... Oui, des applications Momo.
voilà, on pourra en reparler. Donc, et aussi le phénomène des identités en métissage, bon, qui a toujours existé dans l'humanité et dans l'histoire, mais la vitesse à laquelle le métissage se produit et les cristallisations identitaires qu'il provoque avec la fin des grands récits, ça, je pense que c'est assez unique et ça provoque, entre autres, un futur très difficile à imaginer pour les jeunes. Alors, quand on fait une clinique, il faut savoir qu'est-ce qui se passe dans l'espace qu'on habite. Et donc, je vous fais quelques minutes sur des données épidémiologiques de ce qui se passe au Québec. Donc, on a fait une grande enquête sur ce champ, finalement, le champ sur lequel des individus vulnérables, après, vont se désespérer et agir. Mais ce champ, c'est les opinions, les perceptions. Et donc, dans les collèges québécois, c'est une grande enquête avec à peu près 4000 répondants, on a étudié quels sont les facteurs de risque et de protection de la sympathie pour la radicalisation violente. Et ce qu'on trouve, et ça doit aussi nous intéresser comme cliniciens, des choses que vous savez qui sont dans la littérature, donc un vécu de violence ou un vécu de discrimination sont associés à la sympathie pour la radicalisation violente. Rien d'original, ça confirme la littérature. La dépression a un effet de médiateur. Donc en fait, si vous vivez de la discrimination, si vous avez vécu de la violence dans l'enfance et que vous êtes déprimé, donc c'est un effet de médiateur, à ce moment-là, votre sympathie pour la radicalisation violente va augmenter beaucoup. Des choses, encore une fois, qu'on retrouve en clinique. Un résultat qui nous a valu beaucoup d'antipathie au Québec et énormément de bruit médiatique, la religiosité, donc la pratique d'une religion, qu'elle soit chrétienne, musulmane, bouddhiste ou hindouiste, protège de la sympathie pour la radicalisation violente. Donc la religion comme protectrice, alors qu'elle est souvent vue et perçue et construite uniquement comme facteur de risque. Alors je pense que c'est très important de voir, et je ne dis pas encore une fois qu'un discours religieux, tout discours peut être utilisé dans une entreprise extrémiste et dans une entreprise violente. Mais je pense qu'il y a eu une stigmatisation du religieux, qu'il importe de ramener les choses en disant attention, la religion et la capacité de créer un monde moral à partir d'un monde de croyances partagées, c'est extrêmement protecteur. D'autres choses, donc la façon dont votre groupe, le groupe auquel vous identifiez, est représenté dans l'espace public est inversement relié, encore une fois de façon linéaire, à la sympathie pour la radicalisation violente. Ça veut dire que si on parle mal dans les journaux des Québécois, des Français, des Américains, des hommes américains blancs, eh bien, votre chance de trouver que la violence est légitime pour lutter contre cette situation est plus grande. C'est certain que c'est vrai aussi si vous êtes noir, juif, musulman, exclu. Donc la façon dont les groupes sont représentés est reliée à la sympathie pour la radicalisation violente. Autre variable identitaire très importante, donc l'importance de votre identité collective pour votre identité personnelle. Donc vous allez me dire, moi je suis un père de famille, je suis un ingénieur et je suis français. Si le fait d'être français est important pour vous, là, la relation devient non linéaire. Je m'explique. Donc, c'est par quintile. Si vous avez une forte identité, vous voyez que ça diminue un peu au milieu. Donc, si vous vous sentez français et fier de l'être, musulman et fier de l'être, québécois et fier de l'être, homme blanc américain et fier de l'être, ça vous protège. Vous n'allez pas trouver que la violence est légitime. Mais, regardez comme elle remonte après, si vous ne vous sentez que français, que musulman, que noir, que femme, ou que québécois, alors là, la légitimité, ou que juif, la légitimité de la violence envers un autre différent fondamentalement de vous et donc moins humain augmente énormément. Alors, pourquoi c'est important? Parce que nous avons refait une mesure 2 années après et l'évolution est très préoccupante. Donc, encore une fois, on n'est pas en population clinique, nous sommes en population générale, donc avec des milliers de sujets. Il ne s'agit pas de psychopathologie. 2 ans après, donc la dépression et la vision du futur sont toujours très importants pour les jeunes et très associés à la sympathie pour la radicalisation violente. Mais attention, et là c'est des données québécoises, je vous invite à faire la même chose en France, l'importance de l'identité collective pour l'identité personnelle est maintenant associée de façon beaucoup plus importante à la radicalisation violente.
Alors, ce que ça veut dire, et ça correspond à ce qui se passe aussi aux États-Unis. Alors, pour l'Europe, je vous laisse encore une fois répondre. Mais ça veut dire que les cristallisations identitaires des majorités, le sentiment de menace des majorités nord-américaines et européennes est importante et mène à une légitimation de la violence contre tout autre. Et ça, je pense que c'est important d'y penser quand nous prévoyons des mécanismes de prévention. Les repères de la littérature anglo-saxonne au niveau clinique, je veux simplement dire que le dernier rapport, je pense que Marc Segeman en parlera beaucoup plus ce soir, le dernier rapport du FBI, donc en 2018, sur ce qu'ils appellent les comportements pré-attaque des acteurs. En fait, on parle d'acteurs solitaires. Là, je prendrai acteurs solitaires, je ne vais pas vous faire une discussion sémantique des termes. J'aime bien les loups, c'est pour ça que je ne parle pas de loups, mais ça, c'est très québécois. Donc, et puis, il ne faut pas animaliser même ces personnes-là, ce qui est quand même une animalisation de l'autre, hein, le loup. Donc, on a à peu près 30% de diagnostics avant l'attaque. Bon, la plupart de ces gens-là sont morts après l'attaque, mais 60% de manifestations de problèmes de santé mentale précurseurs. Alors, c'est important, et je vous en parle juste parce que c'est ce que nous retrouvons, nous, en clinique. Donc, pour ces acteurs solitaires, qui sont différents des acteurs socialisés dont parlait Michel Descoca ce matin, donc des gens qui appartiennent à une cellule terroriste, on n'est pas du tout là-dedans. Pour ces acteurs solitaires, la prévalence de problèmes de santé mentale est très importante, et ce sont ces gens que nous voyons en clinique, et peu ou pas d'efficacité des interventions. Oups, je perds ma bouteille. Alors, peut-être 3 points au niveau clinique qui me paraissent très importants. La question du lien entre idéologie et violence légitime n'est pas celle qu'on rapporte dans les livres. Alors, on a vu l'émergence, et là j'en parlais avec Paul Gill en Angleterre, et il disait « mais je vois exactement la même chose, sauf que ce n'est pas encore dans la littérature, je ne sais pas, vous me direz si vous voyez ça aussi ». On retrouve une très grande polysémie. Donc, on a tendance à considérer que vous vous radicalisez de façon violente, soit avec une rhétorique d'extrême droite, soit avec une rhétorique d'extrême gauche, soit avec une rhétorique religieuse. C'est faux, nous avons de plus en plus une multiplication des barrières qui se combinent de façon totalement paradoxale. Donc, et on a une certaine absurdité. Donc, nous avons déjà, et je vous donnerai un exemple, qui appuie à la fois une radicalisation religieuse, une radicalisation d'extrême droite et d'autres formes de radicalisation, donc une espèce de cocktail polysémique qui cerne l'absurde et contredit tous nos présupposés. Alors, est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce que c'est, au travers d'Instagram, finalement, une forme de culture de la haine qui recouvre, qui essaie de donner un sens à un univers où on a de la difficulté à trouver du sens. Alors, je vous parle d'Adrien qui ressemble à beaucoup des jeunes que nous rencontrons. On rencontre aussi des adultes qui regardent compulsivement des vidéos en ligne de Daesh, des suprémacistes blancs et des néo-nazis, et qui est consommateur de pornographie violente. Donc, il fait peur à l'école et à ses pairs. Et nous avons l'impression dans l'équipe que notre peur face à Adrien et face à ces jeunes qui nous terrifient parle de son désespoir. Polarisation et dynamique intrapsychique. Donc, je pense qu'évidemment, les figures classiques du clivage et de l'idéalisation et de la démonisation, encore là, vous en avez parlé ce matin, reprennent les figures de la simplification de l'autre et de la polarisation au niveau intrapsychique. Je propose qu'il y a 2 autres formes de manifestation de la polarisation au niveau intrapsychique que nous retrouvons souvent. Au niveau, alors nous avons un grand groupe de jeunes et d'adultes autistes qui ont des positions polarisées, et je pense que là, il y a quelque chose de différent, même s'il y a du clivage, que dans la catégorisation, l'ordonnement du monde dans une forme de rigidité, il y a une reprise de pouvoir qui permet de concrétiser la haine et souvent des phénomènes de persécution importantes qu'ils ont vécus. Donc, dans cette catégorisation du monde, on a aussi une forme de polarisation qui n'est pas, et je pense qu'il faut faire la distinction, un clivage habituel. Et finalement, dans la fragmentation psychotique et les problèmes des limites, je pense que là aussi, il s'agit de quelque chose de différent, même si on peut retrouver encore une fois du clivage,
ou, et là je pense à Glaukenberg, avec la perte de l'évidence naturelle. Donc si je dis « je suis un homme blanc », eh bien ça explique qui je suis. C'est quelque chose d'évident, mais que j'ai besoin de répéter. J'ai besoin de le répéter à l'infini. Je suis un homme blanc. Et ça explique mon sentiment de destruction par l'ensemble du monde. Les femmes, évidemment les juifs, tous ceux qui sont bronzés et le reste, et mes voisins des fermes d'à côté. Et donc, vous voyez, on est dans une protection contre une angoisse de désintégration psychotique qui, encore une fois, à mon avis, est différente du clivage. Alors Luc a 19 ans, il est schizophrène, converti à l'islam depuis 2 ans, et il appelle la police parce que dans son délire, il est persuadé que quelqu'un a mis des images pédophiliques dans son ordinateur, et il veut qu'on arrête cette personne qui a mis des images pédophiliques dans son ordinateur. Il a une quête de pureté, et évidemment c'est une fuite en avant très dangereuse, parce qu'on peut penser que ses propres pulsions pédophiliques sont externalisées, et plus il se purifie, et plus il fait des ablutions, et plus les pulsions sont fortes, et donc le risque de quelque chose de sacrificiel augmente. Donc vous voyez, donc ces phénomènes de polarisation, mais en lien et avec un délire et avec des problématiques sexuelles que nous retrouvons très souvent. Alors peut-être le dernier point au niveau des configurations très fréquentes que nous retrouvons en clinique, c'est la question de répétition traumatique et prise de risque à l'adolescence. Bon, là, au niveau diagnostic, vous savez que dans le DSM-5, et je ne suis pas très DSM-5, on considère l'adolescence comme un moment de prise de risque pour les individus traumatisés. Donc la tendance à des agirs délinquants quand les adolescents ont été traumatisés dans l'enfance est beaucoup plus important. Et ce qu'on retrouve, c'est à la fois une prise de risque, donc ces adolescents se mettent à risque et réagissent et répètent le trauma et deviennent un risque. Alors je vous donne un exemple aussi. Aurore, qui a 25 ans, qui a eu une enfance extrêmement carencée et violente dans une abondance matérielle, qui est devenue prostituée à l'âge de 13 et 14 ans, qui a été extrêmement traumatisée de ses expériences de prostitution et qui est devenue une recruteuse étoile pour Daesh dans un phénomène de répétition où finalement elle est à la fois le souteneur et la prostituée, elle séduit à l'infini et elle répète et c'est absolument addictif. Je vais vous passer là-dessus. Donc, qu'est-ce que nous faisons comme clinique au Québec? Un modèle clinique qui est écosystémique, intersectoriel et interdisciplinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, qu'il faut maximiser l'engagement. Alors, peut-être le seul point à retenir, nous favorisons des portes d'entrée multiples. Nous pensons que de la même façon qu'un individu suicidaire doit pouvoir aller à l'urgence dans un organisme que nous appelons communautaire, une association, ou au cabinet de son médecin, les portes d'entrée, si nous voulons rejoindre tous les individus vulnérables, doivent être les plus flexibles possibles. Évidemment, ça s'oppose à une logique de contrôle au travers d'un numéro unique qui maximise le contrôle de l'information, mais qui va tout de suite exclure un certain nombre de personnes parce que le lien n'est pas possible et que la méfiance existe. Deuxièmement, développer des pratiques cliniques spécialisées, donc un certain nombre d'équipes, nous sommes 5 qui couvrent le territoire. Là, le Québec est aussi grand, plus grand, mais beaucoup moins peuplé que la France. Alors à 5 équipes, on peut y arriver pour soutenir donc des partenariats avec des ressources cliniques en transculturel, et par transculturel, j'entends pas l'autre étranger, mais aussi la culture de la majorité, les cultures de la majorité qui sont très importantes en ce moment à cause de la montée de l'extrême droite, et en psychiatrie légale, et toujours un arrimage avec des interventions de proximité. Notre collègue danois vous parlera samedi du modèle danois, donc c'est dans l'arrimage avec un réseau social, comment est-ce qu'on rétablit le lien social, comment est-ce qu'on retrouve une raison de vivre, comment est-ce qu'on diminue la souffrance. Tout ça ne peut pas se faire uniquement dans un dispositif spécialisé et a besoin d'un arrimage avec un environnement de proximité extrêmement fort. Donc c'est le tissage entre ces portes d'entrée très très faciles et le soutien d'équipes spécialisées, parce qu'on a affaire à des risques homicidaires extrêmement importants. Très bien, avec... alors,
Les défis éthiques, légaux et cliniques, je vous en donne uniquement un parce qu'il me paraît important par rapport à ce qui s'est discuté ici. Notre équipe suit rigoureusement le code déontologique par rapport à toutes les autres questions qui se posent, c'est-à-dire nous ne donnons des informations aux services de sécurité que s'il y a un risque homicidaire ou suicidaire immédiat. Immédiat, pas modéré, pas à moyen terme, immédiat. Ça veut dire, et au début ça nous a causé des problèmes avec les services de sécurité, nous ne donnons pas de données même s'il y a un risque pour la sécurité nationale. Nous n'en donnons pas. Uniquement s'il y a un risque homicidaire important. Et je pense que nos partenaires fédéraux de la sécurité nationale sont maintenant très d'accord avec nous, parce que ça maximise notre capacité de confiance et d'engagement avec des populations vulnérables. Peut-être alors, est-ce que je vous parle d'Omar ou non? Je saute Omar parce que je ne vais pas avoir le temps, je vous parle de Pedro. Donc Pedro, un personnage très inquiétant, il a 22 ans, il est immense, très impressionnant, il a l'air vêtu de noir et gothique, des préparations d'attentats à son actif, une appartenance d'extrême gauche, et il nous est référé effectivement par des instances de sécurité nationale. Tout le monde a très très peur de lui, mais dit il est un peu bizarre quand même. Et puis il arrive, il s'assied, c'est pas facile dans les premières minutes, et tout d'un coup, il nous dit, mais vous savez, parce qu'on lui demande qu'est-ce qui se passait quand il était plus jeune, il dit, vous savez, j'avais des très très bonnes notes en histoire. Et il nous sort son bulletin. Et dans le bulletin, c'est marqué 96% en histoire. Alors on le félicite, on dit quand même c'est extraordinaire. Et là, ça ouvre une porte et il commence à nous parler un peu plus tard de son grand-père héroïque. Un grand-père qui s'est opposé au fascisme en Espagne durant la guerre d'Espagne, ou un arrière-grand-père, et qui est la figure marquante de son histoire. Et finalement, on va proposer à Pedro, on va lui dire, on peut te mettre un diagnostic, peut-être que ça va t'aider à manger, parce que Pedro, il ne mange pas, il a une chambre qui n'a même plus l'eau courante, il est dans un état de misère absolue, il est beaucoup dans la rue, quelquefois le monsieur du coin de la rue lui donne un morceau de pizza. Et Pedro, parce que le diagnostic d'Asperger, donc d'autisme de haut niveau, est soutenant et permet l'exceptionnalité, permet d'expliquer la différence, Pedro, il est assez content d'avoir un diagnostic. Et puis ça lui permet de manger du poulet, ça c'est très important. Et puis il commence aussi à écrire, et maintenant ça fait 300 pages qu'il a écrit. Donc il a décidé qu'il ne faisait plus la révolution par les armes et qu'il allait faire une révolution dans le papier. Alors nous, on suit Pedro et on lit son document et on a tricoté tout un réseau. Alors il a de nouveau un peu une famille. On n'a pas encore rétabli les liens avec sa famille, mais ça s'en vient. Il nous a dit que bientôt, il accepterait qu'on aille voir son papa et sa maman, parce que ça fait longtemps qu'il est étrange et ça fait longtemps que sa famille ne sait plus trop comment dealer avec Pedro. Et je dirais qu'après l'inquiétude et la peur, il y a une certaine tendresse qui émerge. Donc, c'est cette idée. Alors, oui, donc je passe. C'est fini. 2 minutes, d'accord. L'équipe réagit beaucoup et je pense que je vais vous laisser là-dessus. Donc, c'est comme nous travaillons beaucoup avec des risques homicidaires importants, parfois immédiats, souvent chroniques et à long terme. Donc la prise de risque est absolument essentielle à notre travail clinique. Et il y a dans l'équipe, et l'équipe est essentielle pour ça, l'oscillation entre une position de dramatisation et de minimisation du risque. Je pense que quand nous sommes d'accord, c'est facile. Quand nous entendons tous qu'il y a un risque sévère, habituellement, je pense qu'il y a un risque sévère ou qu'il n'y a pas de risque. Mais très souvent, nous ne nous entendons pas. Et je pense que ces polarisations intra-équipe et avec les autres partenaires sont nécessaires. L'inconfort est nécessaire à cette capacité de soutenir et de tenir le risque parce qu'on en parlait ce matin, nous aussi nous recevons quelquefois des menaces de nos patients et pouvoir survivre à ça au niveau d'une relation thérapeutique, pouvoir survivre à ça dans la recréation d'un réseau social, c'est essentiel. Alors je vous laisse avec des images.
des images, nous travaillons beaucoup, parce que je n'ai pas parlé de prévention, nous travaillons beaucoup en art et avec les musées. Et cette murale a été faite dans l'école musulmane de Québec, dont les papas sont morts dans la tuerie de la mosquée de Québec, et par une autre école tout à fait québécoise. Donc les deux écoles ont fait ensemble cette murale. C'est une murale qui parle. Vous pouvez entendre les voix des enfants quand on se colle l'oreille à la murale. Et ça rappelle à la frontière du Mexique que par l'art, on peut remettre en question le pouvoir établi et les murs. Donc c'est penser à cette marge-là et à notre pouvoir de retisser des liens sociaux en clinique, mais aussi en dehors. Je vous remercie.